Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En fait, moi, je vous vois même pas. Mais les circonstances nous ont poussés à se réinventer, à changer nos façons de faire, etc. Donc, c'est ça. Euh, je vais travailler avec vous en histoire et en géo jusqu'en juin. En géographie, c'est ce qu'on fait présentement. On est en train de parler des milieux à risque, donc des milieux qui sont un petit peu plus complexes pour différentes raisons pour survivre. Donc c'est ce qu'on va regarder, le territoire du Sahel particulièrement, que vous avez probablement commencé à travailler un petit peu. Euh, je vais vous envoyer régulièrement, à peu près 2 fois par semaine, des petits vidéos YouTube, comme je suis en train de le faire présentement, pour vous aider, vous guider, répondre à vos questions, etc. Porter votre attention sur des choses un petit peu plus importantes, si on veut. Et à tous les jeudis, 13 heures, je ferai un Zoom avec vous. Zoom est une application qu'on doit télécharger et ça nous permettra de se parler en live. Et là, je pourrai vraiment répondre à vos questions. Ça peut être juste de jaser aussi si vous avez le goût de jaser. Donc, je serai là jeudi, à tous les jeudis à 13 heures. Pour ce faire, ça nous prend un numéro de réunion, ça nous prend un mot de passe. Je vais vous transférer toutes ces informations-là par courriel en temps et lieu, donc avant jeudi. Vous êtes probablement inondé de courriels à la maison. C'est normal. On s'adapte. Nos façons de faire changent. C'est la même chose pour moi. Donc, c'est ça. Là. C'est pas parfait, mais c'est le contexte dans lequel on doit travailler jusqu'en juin. Je vous invite à cet effet-là à vous organiser un endroit pour travailler. Donc, parce que c'est ça, ça nous prend un endroit à la maison où on peut être tranquille, où je peux avoir mes crayons à côté, où j'ai mon iPad ou mon cell, où mes cahiers sont pas loin. Donc, c'est ça. Faites-vous un petit endroit où vous allez pouvoir travailler. On s'en sort pas, là. C'est comme ça jusqu'en juin. Donc, aussi bien s'organiser puis être confortable pour accomplir nos tâches. Donc, j'attaque avec le milieu à risque. Donc, on est dans l'application Amazon avec laquelle vous êtes habitué de travailler. Là, moi, je suis trop loin. Je vais aller à la page 10. Je retourne en arrière. Donc, ça ressemble à ça. La région du Sahel, je vais regarder dans le monde, ça se trouve où. Donc, on est, disons, légèrement au nord de l'Afrique, mais centre-nord. Là. OK? Donc, c'est ça, c'est la région que j'ai mis en couleur ici. Vous pouvez vous aussi souligner ces choses-là. Donc, c'est important de savoir cette région-là se trouve où dans le monde. Et quand on regarde sur la carte de l'Afrique, on voit que la région qui nous intéresse, nous, là, c'est la région qui est ici que je viens d'effacer, que je vais remettre en couleur, disons, bleue. Donc, cette région-ci, c'est ça ici qui nous intéresse, c'est ça le Sahel. Donc, on est à la limite du désert du Sahara, le plus grand désert au monde, qui, soit dit en passant, grandit de quelques kilomètres par année. Donc, le désert grandit, ça veut dire qu'il gruge du territoire aux dépens des pays qui sont ici, là, en périphérie du désert, ou peut-être même au nord. Donc, ça veut dire que ces gens-là, les gens qui habitent dans ces pays-là, au Sahel, à la limite à la limite du Sahara, devront, dans quelques années, se trouver un autre endroit où habiter parce que ces gens-là vivent pour la plupart d'agriculture et vous comprenez que si on vit d'agriculture sur le bord du désert, ben c'est pas facile. Donc, et d'autant plus si le désert gagne du terrain, ben si c'était les terres que je cultivais, je vais devoir bouger de là parce que je pourrais plus survivre tout simplement si mon gagne-pain c'est l'agriculture puis que mes terres sont rendues désertiques. L'image satellite de la page 11 nous montre bien que c'est clairement désertique dans cette région-là. Donc, on voit très bien le Sahara. Et ce que j'avais mis en couleur, je vais le mettre de l'emphase dessus encore une fois,
c'est le Nil. Donc, un territoire que vous avez étudié l'année passée en histoire, en secondaire 1. Donc, on voit là, le fleuve ici qui s'en va se jeter dans la mer Méditerranée. Et on voit à son embouchure le delta, donc l'endroit où le delta du Nil, l'endroit où le fleuve ralentit sa course. Il va moins vite à ce moment-là, il y a moins de courant et il s'élargit. Donc, c'est une zone où c'est très fertile. Il y a des inondations. Vous avez vu ça, la crue et la décrue l'an passé. Donc, c'était juste pour faire un parallèle avec ce que vous avez vu l'an passé en histoire. On nous dit ici... Pardon, j'ai pas pris la bonne chose. On nous dit que c'est une région vulnérable à la sécheresse, le Sahel. Ben, ça fait quelques fois que j'en parle, donc clairement, c'est un problème dans cette région-là. Je tourne la page, je m'en vais à la page 12. À la page 12, on a des précisions quant au climat du Sahel. Sachez que quand on parle de climat, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la température, donc est-ce qu'il fait 8 degrés Celsius ou moins 8 degrés Celsius, et aussi les précipitations. Donc, est-ce qu'il y a mouillé ou neigé beaucoup? Est-ce qu'il y a mouillé ou tombé du grésil? Pas du tout. Donc, c'est ça les précipitations. Ça peut être sous forme de neige ou tout ce qui tombe du ciel, en fait, là. Neige, pluie, verglas, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les précipitations. Donc, ça nous prend ces deux choses-là pour être capable de parler du climat correctement. Est-ce que je fais ça tout de suite? J'ai envie de faire ça tout de suite. Je vais regarder les deux climatogrammes qui sont là avec vous. Donc, le climat de Tombouctou au Mali et le climat de Ouagadougou au Burkina Faso. Donc, ça sonne drôle un peu, mais c'est ça. Je commence par Tombouctou. Donc, on voit les mois qui sont dans le bas, nos 12 mois de l'année qui sont là. Et on voit à gauche, j'ai une échelle avec mes températures et j'ai une échelle à droite avec mes précipitations. Remarquez que ce sont des couleurs différentes. Donc ici, les températures, je suis en rouge, c'est écrit en rouge, et ça va donc être représenté par ma courbe qui est en rouge ici. Là, moi, je la fais en bleu. Je vais recommencer ça. Donc, je vais effacer ça et je vais la faire en rouge, ma courbe. Donc, ma courbe ici qui est en rouge représente la température qu'il fait à Tombouctou au Mali. Et je dois tout le temps, quand je regarde ça, me référer à ma bonne échelle qui est à gauche. OK? Parce que si je regarde à droite, ben je vais dire, je regarde ma courbe rouge, puis je regarde mon échelle à droite ici, là, je vais dire, il fait 250 à Tombouctou. Non, il ne fait pas 250 à Tombouctou. Il a tombé 250 mm de pluie, ça va, mais il ne fait pas 250 degrés Celsius, clairement. Donc, il ne faut pas se tromper d'échelle. Donc, température avec une courbe en rouge. Et de l'autre côté, j'ai mes précipitations totales qui, elles, sont en bleu. Donc, ici, moi, je vais retourner en bleu. Et les précipitations vont être exprimées sous forme de bandes. Donc, les bandes qu'on voit là nous montrent les précipitations qu'il y a eu à Tombouctou. Donc, je pourrais dire que, par exemple, au mois d'août, c'est là qu'il y a eu le plus de précipitations. C'est là qu'il a mouillé le plus à Tombouctou. Puis, je pourrais dire qu'au mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, puis quasiment au mois d'avril, il y a eu 0 précipitation. Il n'a pas mouillé à Tombouctou. 0, 0, 0. Même chose de l'autre côté. En fait, quand on remarque ça, on voit qu'il y a probablement une saison sèche puis une saison des pluies. Donc, des mois où il mouille puis des mois où il ne mouille pas du tout. Okay? Donc, je peux vous confirmer, pour avoir vécu en Afrique, que quand la saison des pluies revient, c'est la joie parce que on peut cultiver puis les sous vont revenir, etc. Un peu comme sur la photo qu'on voit à côté ici. Là. Donc, clairement, le paysage est complètement différent quand il mouille, puis quand c'est la saison sèche. Je m'en vais sur le climatogramme de Ouagadougou, au Burkina Faso. Encore là, si je regarde mes bandes de précipitation, ici,
je me rends compte qu'il y a une saison sèche et il y a une saison des pluies. Donc, il y a des mois où il mouille quand même pas mal à Ouagadougou, mais il y a des mois où il mouille zéro. En novembre, décembre, janvier, février, on n'a aucune précipitation. C'est pas tout à fait comme ça chez nous, hein. Chez nous, ça se peut qu'il y ait une semaine, 10 jours sans pluie, mais la pluie va finir par tomber à un moment donné, ce n'est qu'une question de temps. Donc, on n'a pas la même réalité avec des saisons sèches, des saisons des pluies. Donc, c'est complètement différent. Remarquez aussi la courbe rouge avec les températures. Donc, on est toujours à des températures très élevées. Le plus bas que ça descend, c'est 25 degrés Celsius. Donc, quand je regarde mes températures, je vais regarder mon échelle ici. OK? Donc, il fait tout le temps chaud à Ouagadougou, c'est ce que ça veut dire. J'ai porté beaucoup d'attention au climatogramme parce que je vais vous demander d'en construire un. Donc, dans le même courriel que je vais vous envoyer avec cette vidéo-là, vous retrouverez un petit travail. Donc, c'est rien de complexe. Je vais vous demander de représenter les précipitations sous forme de bande bleue. Je vais vous demander de représenter la température sous forme de courbe rouge de Montréal. Donc, les données seront là sur le travail, c'est-à-dire qu'il y a un petit tableau. Puis, tu vas devoir faire tes bandes bleues, puis ta courbe rouge, me mettre un titre à ce travail-là et m'expliquer la couleur rouge, tu l'as utilisé pourquoi, puis la couleur bleue, tu l'as utilisé pourquoi. J'insiste, courbe rouge pour les températures et bande bleue pour les précipitations. Il n'y a pas d'autre option. Ça ne peut pas être représenté la pluie en orange. Ça n'existe pas. La pluie, c'est bleu. Puis la température, c'est très logique que ce soit en rouge. Donc, c'est comme ça. Ton travail, tu peux me le prendre en photo, me l'envoyer par courriel. Tu peux me l'envoyer par courriel sans le prendre en photo, peu importe. Trouve une façon de me faire parvenir ce climatogramme-là de Montréal et les petites questions qui viennent avec. Donc, c'est ta job. Je te mettrai une date limite que je préciserai dans le courriel. Donc, c'est rien de bien sorcier, là. Vous allez voir, fais quelque chose qui a de l'allure, puis ça va bien aller. Je reviens surligner quelques informations importantes dans le haut. C'est des choses qu'on a dites, mais que je veux qu'ils soient soulignées. Donc, on parle de l'alternance de la saison sèche et de la saison des pluies au Sahel. Donc, c'est quelque chose qui est spécial, quelque chose que nous, on ne connaît pas. Nous, on a une alternance entre la saison chaude et la saison froide, mais c'est tout. Je te laisse travailler la page 13. J'y reviendrai avec toi dans le Zoom de jeudi 13h si tu as besoin qu'on y revienne ensemble. Je m'en vais à la page 14, donc exercice là aussi. Peut-être juste mettre en fluo ici que l'eau dans cette région du monde-là nous vient des nappes souterraines. Je vais recommencer ça, faire ça beau. Donc l'eau nous vient des nappes souterraines. Un peu comme toi, si tu vis en campagne, ben ton eau, l'eau de la maison, l'eau potable, elle vient d'un puits. Donc, elle est puisée dans le sol. C'est l'eau de la pluie qui va être filtrée par le sol puis qui va se ramasser dans ce qu'on appelle la nappe phréatique. C'est comme ça que ça s'appelle. Et je vais l'écrire, c'est un beau mot. La nappe... Oui, non. La nappe phréatique. P-H-R-E-A-T-I-Q-U-E. Donc, on va puiser l'eau dans la nappe phréatique. C'est là que l'eau se retrouve. C'est la même chose chez vous si tu vis en campagne. Si tu habites à Thetford, l'eau elle est puisée dans le Grand Lac Saint-François. Si tu habites à Black Lake, c'est où donc? Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'elle vient d'Irlande, l'eau potable, et qu'elle descend par gravité jusqu'à Black Lake. Bref, on a besoin d'eau. Donc, dans le Sahel, c'est avec des puits qui sont creusés qu'on va être capable de s'approvisionner en eau potable. Donc, je te laisse faire les exercices de la page 14.
page 15, exercice aussi. Regarde encore climatogramme avec des bandes bleues qui nous représentent les précipitations et la courbe rouge ici qui nous représente les températures de Cox's Bazar au Bangladesh. Donc, on fait des comparaisons là, tout simplement. Donc, remarque aussi les espacements entre les bandes. C'est pas obligatoire, mais normalement, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, ici, là, il y a comme un espace là, entre chaque bande. Donc, c'est ça. Ça peut être une bonne indication pour ton travail à toi. À la page 16, on va seulement souligner ici que dans cette région du monde-là, les gens font de l'agriculture de subsistance. L'agriculture de subsistance, ça veut dire que les gens font ce type d'agriculture-là pour survivre, tout simplement. C'est pas comme ça chez nous. Chez nous, ça veut dire que tu fais pousser tes carottes, tu fais pousser tes patates, si c'est possible. Dans ce cas-là, ça va plus être ce qu'on dit ici, là, du mil, du sorgho, du millet, du maïs. Donc, ils font pousser leurs choses à eux, OK, pour manger. Donc, si tu fais rien pousser, ben, tu ne manges pas. Chez nous, c'est pas comme ça. On a des fermes laitières. Les fermes laitières, ce sont des industries, là. Donc, c'est pas vrai que les fermes laitières, les familles qui vivent là, qui exploitent ça, consomment tout le lait qui est produit là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vendent le lait, ils s'en gardent un petit peu peut-être, puis ils vendent le reste, puis c'est ça qui va faire qu'ils ont des sous. Donc ce type d'agriculture-là qu'on fait chez nous, on appelle ça de l'agriculture intensive. Agriculture intensive. Donc, chez nous, c'est comme ça qu'on fait ça. C'est intense. On va utiliser des produits chimiques. On va utiliser des herbicides, des fongicides, etc. Parce qu'on veut que ce soit intense. On veut que ça marche parce que c'est notre revenu qui en dépend. Donc, ce sont deux modes d'agriculture qui sont différents, là. Donc, je vais marquer VS. Donc, l'agriculture de subsistance, c'est au Sahel. Et chez nous, c'est l'agriculture intensive qu'on va pratiquer. Je poursuis. On achève. Donc, vous voyez là encore là qu'il y a de l'élevage qui se fait, de l'élevage de... Ah, ça, c'est pas vrai. Intéressant. Il y a une petite erreur. Ici, on parle de chameaux. Ce n'est pas vrai. Les chameaux se retrouvent en Asie. Et en Afrique, ce sont des dromadaires. Dromadaire à une bosse, chameau à deux bosses. Donc, ça, c'est des dromadaires qu'on... Ouais. Oui, les dromadaires... C'est ça. Donc, il y a une petite erreur dans le manuel, c'est drôle. Les dromadaires vivent en Afrique, les chameaux vivent en Asie. Donc, c'est ça, ils se sont trompés. Je poursuis de l'autre côté. Simplement mettre un mot en évidence avec vous dans le bas. Ici, on parle d'irrigation. C'est un mot important. L'irrigation, c'est contrôler l'eau, gérer l'eau, s'assurer qu'on a assez d'eau, s'assurer qu'il n'y en a pas trop. Donc, c'est ça l'irrigation. Donc, c'est la base en agriculture. Ça nous prend de l'eau, il faut la gérer comme il faut. Vous voyez ici qu'on a creusé des canaux. Donc, pour gérer l'eau, justement, là. S'assurer qu'on est capable d'arroser nos cultures, puis étant donné qu'ils ne mouillent pas pendant des mois, donc comment on va s'organiser là, pour que les plantes survivent, etc. Donc, c'est en creusant des canaux ou en creusant des puits ou en bloquant certains endroits. Vous voyez ici, là, on peut bloquer là, ça. Là, okay? Donc, bref, on gère l'eau, on irrigue nos terres. Je poursuis à la page 18. À la page 18, vous voyez que cette région-là, c'est intéressant, produit beaucoup de coton. Donc, on va regarder là, tout le coton. Le coton, ça pousse dans des champs. Donc, des petites boules de watts comme ça qu'on va chercher et qui nous permettent d'avoir des bobettes confortables et des t-shirts confortables. Donc, tout ça est fait en coton et ça ne pousse pas chez nous. Donc, ça vient de cette région-là du monde, entre autres. À la page 19, exercice à faire. À la page 20 aussi. À la page 21, on nous parle de désertification. Donc,
Yes, ici la désertification, c'est un problème dans cette région-là parce que, comme je vous disais tantôt, si le désert s'agrandit, ben, qu'est-ce qui va rester? Où les gens vont vivre, où les gens vont cultiver. Donc, c'est un problème. Les gens vont probablement devoir se pousser de là dans les années à venir. On a la définition ici en fluo, je vous invite à la mettre en fluo aussi. Donc, c'est la dégradation des terres en milieu aride ou semi-aride jusqu'à ce qu'elles deviennent désertiques. Donc, tranquillement, pas vite, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça devient de plus en plus sec, il y a de plus en plus de sable, et à un moment donné, c'est juste plus cultivable. Je m'en vais à la page 23, je saute la page 22. Je m'en vais à la page 23. Je vous parlais tantôt d'agriculture intensive. Ça en est un exemple. On est dans la prairie canadienne où on a du bleu, du bleu, du bleu, du bleu à perte de vue. Vous le voyez là, sur la photo. Et tellement gros que ces gens-là, là, les gens qui vont cultiver, qui vont récolter le blé là, avec les moissonneuses-batteuses, ben, ce sont des entreprises qui se promènent. Puis qu'une journée, on fait le champ chez Joe. Ça, c'est le champ chez Joe. Puis la journée suivante, on va aller faire le champ du voisin, puis on se promène comme ça, parce que c'est juste trop gros. Un agriculteur seul pourrait pas avoir 4 machines comme ça coûte trop cher, ça prend 4 gars pour les conduire, etc. Donc, c'est des entreprises là, qui louent leurs services pour récolter ces cultures-là parce que c'est juste trop, trop, trop immense. Vous le voyez, c'est à perte de vue. Donc ça, c'est de l'agriculture intensive comparativement à ce qu'on fait au Sahel, qui est de l'agriculture de subsistance. Pour le reste, ce sont des exercices. On y reviendra si vous avez des questions là-dessus dans le Zoom de jeudi 13h. Donc, sinon, je vous laisserai là-dessus. Puis, je vous rappelle de compléter le climatogramme que je vais vous envoyer dans le courriel aussi, avec une petite date. Donc, on lâche pas, on a un petit peu d'ouvrage, mais j'ai confiance en vous. Rock on! Salut la gang!